Ceux qui me suivent depuis un moment savent que je n'ai pas l'habitude d'être vulgaire, ni en live, ni dans mes vidéos, mais putain, quel chapitre incroyable. J'avais dit que le 956 était le meilleur de 2019 et je retombe dans cette spirale infinie où mes attentes sont complètement dépassées dès le chapitre qui suit. Ainsi j'ai envie de dire que c'est celui-ci le meilleur chapitre de 2019, mais je dois attendre de voir ce que Oda nous réserve pour la semaine prochaine avant de pouvoir avancer cela, même s'il sera très difficile de faire mieux que ce dernier. Très content de voir que l'entracte lié à la rêverie dure un peu plus de temps que je me l'imaginais, et ce chapitre apporte un nombre incroyable de révélations et soulève des questions qui bouleversent ma vision de One Piece. C'est ce dont nous allons traiter d'ailleurs dans cette vidéo review, mais avant de commencer, je t'invite à laisser le pouce bleu en fin de vidéo si cette dernière t'a plu. Le chapitre commence par une discussion via Denden Mushi entre Fujitora et Akainu, qui avance donc l'abolition du système des Shichibukai, où Fujitora dit quelque chose de très intéressant. En effet, il explique à Akainu que les Shichibukai ont nécessité des sacrifices dans leur intérêt, mais qu'il est évident qu'Akainu, lui, n'en a jamais souffert. Cette parole est intéressante car cela renvoie à deux possibilités. La première est une empathie énorme de la part de Fujitora envers les peuples qui ont été victimes de ce système. La seconde est la plus probable et que Fujitora est lui-même une victime de ce dit système et des sacrifices que la marine a fait pour pouvoir garder cette puissance militaire que représentaient les 7 corsaires. Cela expliquerait pourquoi Fujitora voulait absolument abolir ce dernier et un lien direct pourrait se faire avec la raison de sa décision de se rendre aveugle. Bien évidemment, il est encore un peu tôt pour avancer des théories basées seulement sur une parole, mais je pense que la deuxième est malgré tout la plus probable des deux, avec une sorte de vengeance de la part de Fujitora envers les Shichibukai. Mais quel corsaire aurait pu être la cause des souffrances de Fujitora? Fujitora n'est pas un jeune et il devrait s'agir d'un ancien corsaire d'une génération précédente à celle que nous connaissons aujourd'hui. Ainsi, il y a très peu de chances qu'il s'agisse d'un corsaire que nous connaissons, mais il s'agirait plutôt d'un ancien pirate qui pourrait être révélé dans le futur du manga. Fujitora parle de placer ses espoirs dans le SSG, un groupe lié au département scientifique de la marine et qui renvoie à cette dite invention de Vegapunk censée remplacer les grands corsaires. Nous pouvons donc déterminer qu'il s'agit bien d'une invention d'une nouvelle puissance militaire pour la marine. Fujitora pense même que la balance des pouvoirs du monde penchera en leur faveur et a totalement confiance envers cette dite puissance. Mais Akainu met au courant Fujitora que les empereurs Big Mom et Kaido se sont alliés et que donc l'équilibre peut totalement pencher en leur défaveur. L'alliance Kaido-Big Mom devient alors un point favorable pour le côté pirate. Mais Akainu est donc déjà au courant du rapport de X-Drake et donc il a forcément un lien avec les Swords. Je vous renvoie vers ma théorie où je traite de ce cas si vous voulez en savoir plus sur mon avis concernant ce groupe secret de la marine. Cette nouvelle est aussi connue chez Sengoku, ce qui renforce encore une fois ma théorie. Cette information poussera Sengoku à mettre au courant les jeunes soldats de la marine de l'équipage des Rocks, alors qu'ils s'étaient rassemblés pour discuter des primes des ex-corsaires, étant redevenus des simples pirates. Cette discussion est incroyable et le nombre de révélations l'est tout aussi. Sengoku explique que l'équipage s'est formé en réunissant des pirates qui voulaient avoir le plus rapidement gloire et fortune, et parmi eux se trouvaient, comme nous le savions déjà, Big Mom et Kaido, qui n'étaient qu'un moussaillon à l'époque, mais aussi Barbe Blanche. Si cela était assez sensé à déduire à partir des informations données par Oda à travers les vivres cards, cela reste malgré tout étonnant en connaissant le tempérament et le caractère de Barbe Blanche. Nous pouvons considérer que Barbe Blanche les a rejoints dans le seul but de trouver une famille, mais qu'il aurait mal choisi son groupe, étant donné que le meurtre entre camarades était permis et qu'il s'agissait d'un équipage de pirates hardcore. Shiki, surnommé le Lion d'Or, faisait aussi partie de cet équipage. Ainsi, parmi les grands noms de la piraterie d'il y a un demi-siècle, tous venaient de l'équipage des Rocks ou de Roger, et l'influence de ces derniers continue à perdurer aujourd'hui. En effet, 2 ex-membres de l'équipage des Rocks sont empereurs aujourd'hui, et avant la guerre de Marineford, nous en comptons 3 avec Barbe Blanche. Aujourd'hui, parmi les empereurs, il y en a un de l'équipage de Barbe Blanche et un de l'équipage de Roger, et donc les pirates les plus forts du monde sont les héritiers de cette génération incroyable des Rocks et de Roger. Le capitaine de l'équipage des Rocks voulait devenir le roi du monde et agissait plus comme un terroriste qu'un pirate. Il s'attaquait directement au gouvernement mondial. C'est à God Valley, la vallée de Dieu, que l'équipage fut dissous après leur défaite face aux héros de la marine, Garp. Mais Garp ne pouvait clairement pas les vaincre seul et s'est donc allié à un pirate. Pas n'importe lequel, celui qui deviendra le seigneur des pirates, Goldie Roger. De plus, Roger et Garp ont protégé les dragons célestes durant ce combat et c'est là que j'en perds le fil. Comment imaginer Roger accepter de protéger les dragons célestes si son objectif est de les faire tomber? Cela remet énormément en question les objectifs de Roger, même s'il est possible que ce dernier n'était pas de protéger les Tenryubito, mais seulement d'atteindre Rox. Cette guerre sera connue sous le nom de l'incident de la God Valley. Le plus surprenant est que cette île, qui avait un intérêt pour les dragons célestes étant donné qu'ils s'y trouvaient, et qu'il s'agit de l'endroit où Rox a décidé d'aller,
d'attaquer, a complètement disparu des cartes. Et cela fait penser à une autre île mythique dans le monde de One Piece, écrite sur aucune carte. Je parle bien évidemment de Laugh Tale. Et il y a encore une fois, selon moi, deux possibilités. La première est que ces deux îles peuvent être en réalité une seule et même île. Laugh Tale est donc en réalité God Valley. Et après cet incident survenu il y a 38 ans, donc 36 ans avant le début de l'aventure de Luffy, le gouvernement mondial et les dragons célestes ont décidé de cacher tout ce qui est en lien avec cette dernière. La seconde possibilité est bien évidemment que ces deux îles soient distinctes, mais cela ajoutera un nouveau mystère à One Piece, alors que nous nous rapprochons de la fin. Ce qui est possible, c'est qu'il s'agisse de l'endroit qui possédait le dernier autre poneglyphe, ayant disparu en même temps que God Valley. La patience est mère des vertus et nous devrons nous en armer afin d'obtenir des réponses dans le futur du manga. Comme le dit l'ex-amiral en chef, Rox était impliqué dans plusieurs secrets du monde, et cela renforce l'idée qu'il pourrait potentiellement connaître la vérité sur le siècle oublié ou le possible lien entre God Valley et Laugh Tale. Le nom complet de Rox est Rox D. Shebeck. Il était aussi un D, tout comme Roger, et était le premier et le plus grand adversaire de celui qui deviendra par la suite le roi des pirates. Ce qui est intéressant, c'est qu'il s'était posé sur l'île Ruche, une île introduite dans le chapitre 924, étant donné qu'il s'agit maintenant du repère d'un certain Teach, alias Barbe Noire. De plus, le premier navire de Barbe Noire était un Shebeck. Oda peut potentiellement nous donner des informations sur un possible lien entre ces deux derniers, pas forcément familial, mais possiblement que Teach suit les traces de ce fameux Rox D. Shebeck. Il est confirmé que ce dernier est mort, et donc il ne s'agit pas du pirate qui sera le plus grand antagoniste de Luffy cette année, un point qui était logique bien évidemment. Ensuite, le chapitre continue avec les révélations autour des primes des empereurs et quelques informations intéressantes à leur sujet. Il commence avec Barbe Noire dont nous connaissons déjà sa prime, 2,246 600 000 berries. Brand New continue alors avec Shanks, affirmant qu'il fut le premier reconnu comme étant un empereur il y a 6 ans, mais qu'il est le plus jeune parmi les 4. Cela nous donne une information capitale selon cette traduction de Little Garden, et cette dernière est que le système des empereurs a été formé seulement 4 ans avant le départ de Luffy pour les mers. Une autre compréhension possible selon d'autres traductions est que Shanks est devenu empereur il y a 6 ans, et qu'il a alors pris la place de quelqu'un d'autre, car en effet, chez Scantrad, nous parlons de celui qui a été le plus récemment désigné comme empereur après Barbe Noire. La traduction anglaise confirme d'ailleurs celle de Scantrad. Encore une fois, nous verrons dans les prochains jours les corrections qui viendront pour confirmer une seule et bonne version de cette phrase. Shanks, dont selon Brand New a l'équipage le plus équilibré parmi les empereurs, possède une prime de 4,48 millions et 900 000 berries. Il a aussi été mis en avant la puissance de ses commandants. Ensuite vient Big Mom avec une prime de 4,388 millions de berries, ce qui confirme encore une fois la version où Shanks n'est empereur que depuis 6 ans, étant donné que leur prime agit aussi sur leur ancienneté au vu de leur dangerosité. Le dernier empereur est donc celui qui a la plus grande prime parmi les Yonko, et bien Kaido, avec une prime de 4,611 millions et 100 000 berries. Et c'est à partir de là que la marine regrette déjà l'abolition des Shichibukai et espère que l'invention de Vegapunk, le SSG de la section scientifique de la marine, se débrouille. Il montre ensuite les affiches de Barbe Blanche qui possédait une prime de 5,46 millions de berries et de Roger de 5,564 millions 800 000 berries, et affirme que jamais un pirate n'a eu de prime supérieure à ces deux-ci. Chose intéressante est le fait qu'il précise pirate, car un homme pourrait les avoir dépassés de par sa dangerosité, et je parle bien évidemment de Dragon. Monkey D. Dragon est l'homme le plus recherché du monde. À ce moment précis, nous savons donc qu'étant le plus recherché, il a la prime la plus haute de One Piece, puisque les primes sont des wanted, des avis de recherche. Ainsi, nous savons déjà que Dragon a une prime supérieure à celle de Kaido et pourrait donc s'approcher, voire dépasser celle de Roger. Attention, une prime reflète la dangerosité de la personne et non sa puissance, comme expliqué plusieurs fois dans le manga. Donc, je ne dis pas que Dragon est plus fort que Kaido ou que Kaido est le plus fort des empereurs, mais bien que Kaido est considéré comme le plus dangereux parmi les Yonko, selon la marine et le gouvernement mondial, et que Dragon, lui, comme le plus dangereux du monde. Le chapitre se conclut avec une discussion entre Sengoku et Akainu. Akainu met donc en garde Sengoku qu'ils n'ont pas la force militaire d'intervenir face à deux empereurs à Wano Kuni. Mais l'ex-amiral en chef établit un lien entre Shanks, Roger et Barbe Blanche. Ce lien, c'est Oden Kozuki, qui était un commandant d'une division de Barbe Blanche. Et là, je me pose une question, pourquoi Barbe Blanche n'est pas intervenu si on parle d'un ex-commandant de son équipage? Il avait quand même le même grade que Ace. Oden avait donc un rôle important dans l'équipage de Barbe Blanche, et si c'était le cas, cela n'explique pas la passivité de l'homme le plus fort du monde lorsque son fils s'est fait attaquer par Kaido. Sauf si le fait qu'il ait rejoint l'équipage de Roger fut considéré comme une trahison et que Barbe Blanche ait coupé tous les liens avec ce dernier. Mais ce qui fut particulièrement intéressant aussi, c'est le fait qu'on parle de Shanks dans cette même page.
quel était le lien entre Shanks et Oden pour que Sengoku le mette en avant. L'ex-amiral en chef se pose les bonnes questions en essayant de déterminer si cela a un lien avec Oden et met en garde Akainu. Il ne peut s'agir d'une coïncidence à ce niveau-là, et Wano Kuni a l'air d'être le centre de plusieurs problèmes pour la marine, mais aussi et surtout le centre de pas mal d'intrigues pour les lecteurs. Ce chapitre fut démentiel, incroyable et extraordinaire. J'ai personnellement tellement apprécié ma lecture que je l'ai lu plusieurs fois d'affilée, de plusieurs traducteurs différents, afin de comprendre un maximum ce que Oda nous a révélé. Mais toi, qu'as-tu pensé de ce chapitre? N'hésite pas à laisser ton avis en commentaire. L'espace commentaire est justement dédié à ça. De notre côté, nous arrivons à la fin de cette vidéo qui, j'espère, t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à laisser le pouce bleu et si tu es nouveau, à t'abonner et activer la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. Pour terminer, tu peux partager la vidéo, ça aide à son référencement et je t'en remercie. C'était Ryuzaka, El Psy, Konguru.